Bonsoir à toutes et tous, salut le chat, salut Kyle, salut Ishtar, salut Julot. Il est 18h à Paris, il est 19h à Beyrouth, 20h à Bagdad, 23h à Hanoï, il est déjà demain à Sydney et Tokyo. Il est 16h en temps universel et il est évidemment l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes et tous. Vous avez vu, c'est une config un peu spéciale aujourd'hui, on a plein de gens sur le plateau, enfin vous allez le voir, il y a plein de gens sur le plateau, on va se passer les micros, ça va être un peu rock, mais voilà. Ça va être rock, mais on va traiter d'un sujet qui est pas très gai, puisque ce soir on va parler de harcèlement scolaire. Alors c'est pas gai, c'est pas fun. Mais le premier problème, c'est que ça existe. Le deuxième problème, c'est que ça existe depuis longtemps. Et le troisième problème, c'est que ça touche ou que ça a touché plein de jeunes et plein de gens en général. On a donc trois problèmes, mais on a aussi une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va en parler. On va mettre des mots sur les choses. On va en parler parce que c'est une plaie, le harcèlement scolaire. C'est moche, ça bousille des vies. Et c'est peut-être le moment de se dire qu'il faut que ça s'arrête, que c'est la fin. Parce que c'est une plaie, puis c'est aussi une honte, de mon point de vue. Ce soir, on va parler d'une belle histoire qu'on raconte bien. C'est l'histoire des gens normaux, l'histoire de vie normale. Et on va parler aussi d'une autre histoire qu'on raconte souvent moins bien. On va parler d'une histoire qu'on connaît tous. On va parler d'une sale histoire qu'on n'a pas envie de raconter. On sait à quoi elle ressemble, cette histoire. On se souvient tous qu'un jour, on a été tout seul à la récré, que c'était un peu rude. Ou alors qu'on a été de l'autre côté, du côté des méchants, du côté de la meute. La meute des loups, la meute de la cour de récré, la meute du fond de la classe au collège. Et puis même la meute des couloirs, la meute du lycée. C'est bien, la mémoire, ça efface tout. C'est fait pour ça, la mémoire, ça efface les moments où les petits êtres humains sont devenus des loups. Et puis aussi, ça efface les moments où les petits êtres humains sont devenus des proies. La proie des loups. On est tout seul devant la meute des loups. Et parce qu'on est trop ceci, qu'on n'est pas assez cela, qu'on est un peu différent, un peu trop gentil, un peu trop quelque chose, et puis même parfois un peu trop rien. On se demande même parfois dans le fond si c'est pas un peu de notre faute. On essaie de vivre avec, et puis parfois ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais parce que parfois personne ne le voit, parce qu'on fait bien semblant. Et puis parfois tout le monde voit, mais personne ne veut vraiment voir. C'est le moment où les limites s'éloignent. C'est le moment où on sort du cadre en fait. On crie derrière la vitre, mais devant la vitre, il y a personne qui entend. Ces histoires-là, parfois elles se terminent bien, ça arrive, mais parfois elles se terminent mal. Parfois elles se terminent avec des traces, elles se terminent avec des marques. Ça se termine avec des enfants qui pleurent, et puis parfois ça se termine avec des enfants qui meurent. C'est la faute à qui les enfants qui meurent? C'est la faute à qui le cadre qui se barre? C'est la faute à l'école, c'est la faute à l'État, c'est parce qu'on n'a pas compris. Et puis dans le fond, on n'a pas compris quoi? La victime, on la connaît, et les méchants, ils sont méchants, mais c'est la faute à qui quand on accuse notamment des enfants? Est-ce que tout ça, c'est pas plus global? Est-ce que tout ce mal, il vient pas d'un peu partout autour de nous, et qu'on n'a pas trop envie de le voir? On va parler de tout cela ce soir, on va parler de moments pas marrants, on va parler du truc qui fait masse, on va parler de cauchemar, et on va aussi parler de la vie qui repart, parce qu'on va parler d'un problème qui n'est pas sans solution. Pourquoi on va parler de harcèlement scolaire, particulièrement ce soir? On va en parler parce qu'on estime qu'un élève sur 10 en moyenne est concerné par le problème, ce sont les estimations du gouvernement. Le gouvernement qui a justement dévoilé hier les contours d'un grand plan interministériel pour tenter d'apporter des solutions. On va en parler dans un instant, on en parle avec vous évidemment dans le chat, venez poser vos questions, on répond à tout le monde, je vais essayer de passer la parole à peu près tout le monde, c'est promis. D'ailleurs, salut Simon, salut Lénie, salut GR33, salut Citarian. On va aussi en parler avec plein d'invités qui sont sur le plateau. Donc vous avez vu, comme je vous l'ai dit au début, on est plus nombreux que d'habitude. Alors je vais aller dans le désordre. Avec moi, il y a Annelise Débat. Salut Annelise. Salut. Annelise, tu as 22 ans, tu as été victime de harcèlement pendant ta scolarité. Tu es aussi créatrice de l'atelier Smile, où tu interviens contre le harcèlement scolaire. C'est à peu près ça. On va revenir dans un instant. Juste derrière toi, il y a Elian Potier. Salut Elian. Salut. On se passe le micro. Elian, tu as 21 ans. Toi aussi, tu as été harcelé pendant une grande partie de ta scolarité. Et tu as créé en 2019 l'association Urgence Harcèlement. Exact. Et dont tu es le président. Exactement. Annelise et Elian, vous avez été tous les deux reçus par Elisabeth Borne, la première ministre. C'était hier soir. Vous allez nous raconter ça dans un petit moment. Donc à peu près devant vous, à côté de vous, derrière vous, parce qu'il manquait des chaises et des micros. C'est un peu la cabane du bonheur ce soir, le studio, mais ça va bien se passer. Nora Fraisse. Nora, tu es la maman de Marion. Bonjour. C'est ta fille qui a mis fin à ses jours parce qu'elle était victime de harcèlement. Elle avait 13 ans. Depuis, tu as fondé l'association La Main Tendue. Marion La Main Tendue. Marion La Main Tendue, pardon, et tu vas nous en parler aussi dans un instant. Juste derrière toi, il y a Pierre Bonera. Bonjour. Salut Pierre. Pierre, toi, tu es journaliste. Toi aussi, tu as été victime de harcèlement scolaire. En juillet dernier, tu as appelé à des mesures fortes dans une tribune publiée dans l'IB, je crois. Exactement. Journal Libération. Tu fais aussi partie de l'association Marion La Main Tendue. Ouais. Et à ma gauche, enfin, Samuel Comblé. Bonjour. Salut Samuel. Toi, tu es directeur des opérations de l'association e-enfance du 30-18 et tu es par ailleurs psychologue de l'enfance et de l'adolescence. On y va. Annelise et Elian, vous avez été reçus hier à Matignon. Alors Matignon, l'hôtel de Matignon, c'est là où travaille la première ministre. C'est même là où elle réside officiellement, c'est sa maison. La première ministre est la chef du gouvernement. Le gouvernement qui a annoncé un grand plan contre le harcèlement scolaire. Ça s'est passé comment? Il est cool, le bureau d'Elisabeth Borne.
Oui, alors Vous avez été bien Matignon, c'est reçus? trop beau. Ouais. C'est comment Matignon? Il y a des grands jardins. Il y a 4 hectares, je sont crois, de jardin. exactement, les salles sont immenses. Il y a des beaux tableaux. C'est très très beau et très luxueux. On s'y croirait vraiment comme si on vivait dans un château littéralement, mais c'était trop C'est bien. un château. C'est Mais le voilà, palais de Galliera, je c'est crois. pour ça. Oui. C'était trop bien. Et Lyon, pareil, hyper bon accueil, tout va bien. C'est quand même un On lieu parle de qui est choses assez légères pour sympa. parler de choses lourdes après, en fait. On n'y va pas tous les jours. Ouais. Bon, après, on y allait pour défendre une cause. Et Alors justement, parlons-en. C'était pour une introduction plus légère. Vous avez parlé de quoi? alors, on a échangé avec. Anne-Lise a échangé avec la Première ministre, j'ai échangé avec la Première ministre. On était une dizaine à peu près. Pour continuer à proposer des solutions, pour dire que on s'était vu il y a quelques mois et qu'aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'il va y avoir des mesures qui vont être annoncées et qu'on espère que ces mesures seront à la hauteur de toutes les attentes de toutes les associations suite aux différents rendez-vous qu'on a pu avoir avec. Alors ce même soir à l'hôtel de Matignon, il y avait aussi Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Gabriel Attal qui vous a sollicité pour devenir ambassadeur de la lutte contre le harcèlement scolaire. On écoute Gabriel Attal. Il y a un instant. Elian, Nathan, Anne-Lise, je pense aussi aux parents d'élèves qui ont été emportés par ce fléau. Betty, la maman de Lindsay, ou Nora, la maman de Marion, qui se mobilise au quotidien sur ces questions. Nous aurons besoin d'eux dans les établissements scolaires comme ambassadeurs de cette question. C'était Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. C'est quoi ambassadeur de la lutte, Alice? Ça va être donc des personnes formées au harcèlement scolaire, mais au-delà de ça, des personnes qui ont, je suppose, vécu du harcèlement de près comme de loin, qui pourront apporter leur expérience, leur vécu et aider les enfants, venir en aide pour savoir écouter les enfants, mettre des mots sur leurs mots, MAUX, et pouvoir apporter des solutions en fait aux enfants victimes de violences, de harcèlement scolaire notamment. Alors, avant qu'on parle des solutions, on va peut-être parler du problème. Anne-Lise et Lyon, vous avez des histoires un peu différentes. Vous avez quand même en commun d'avoir été harcelé pendant longtemps, d'avoir pu vous en sortir avec des histoires rudes et pas fastoches. Anne-Lise, toi, ça a commencé en 6e, je crois, avec déjà des petits mots sur ta table. T'as envie qu'on en parle ou t'as pas envie qu'on en parle? Ouais, on peut en parler. C'est quoi ton histoire, Anne-Lise? Donc, moi, j'ai été harcelée au collège, donc principalement à la 6e et à la 4e, mais sur le long terme, pour être honnête, le harcèlement s'est arrêté à mes 18 ans. Donc j'étais harcelée par rapport à mon physique, parce que j'étais une fille. On me disait que j'étais un télo, que j'étais grosse, que j'étais une pute, etc. Et puis après, j'ai commencé à être frappée dans les couloirs, dans les cours, enfin, à peu près partout. Et j'en ai parlé plusieurs fois, mais on m'a jamais écouté en fait. Tu racontais dans une autre interview que tu en avais parlé à une surveillante, pardon. Oui. Et une surveillante qui t'avait pas trop écouté en fait. Oui, tout à fait. Voire qui t'avait dit, en fait, non, ça va quoi, ça va aller. C'est ça, elle m'a dit ça va, ce sont des garçons qui sont amoureux de toi. Alors que c'est très important à vous tous qui nous écoutez, l'amour ce sont pas des coups, ce sont pas des insultes. Que vous soyez une fille ou un garçon, ou peu importe comment vous vous définissez, on n'a pas le droit de vous faire du mal, c'est pas ça de l'amour en fait. Il y a ta prof de français qui t'a écouté un peu? Oui, ma prof de français, mes deux profs de français d'ailleurs, et ma professeure de sport, qui m'ont écouté, qui m'ont renvoyé, enfin guidé si je puis dire, vers la psychologue de l'école. Mais malgré ça, malheureusement, les violences n'ont pas cessé parce que la psychologue de l'école, c'est vrai qu'elle n'a jamais parlé à ma mère en fait. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Bah oui. Je suppose. Certes, il y a le secret professionnel. Parce que toi, t'en avais parlé à ta maman. Oui, ma mère était au courant. Qui avait interpellé l'administration, je crois. Qui a interpellé l'administration, mais l'administration lui a dit non, mais ce sont des jeux d'enfants, c'est pour rigoler, ça va passer en fait. C'est une histoire qu'on entend beaucoup. Elian, c'est ton histoire aussi, où elle est très différente? Elle est un peu différente sur un point que moi j'ai assumé très tôt, mon homosexualité, et je pense que c'était ça le problème, et c'était sûrement ça le problème, parce que c'était des insultes à caractère homophobe, des propositions à caractère sexuel. À 16 ans, on n'est pas préparé à recevoir ce genre d'insultes, et surtout on n'est pas préparé à recevoir un retournement de situation de son chef d'établissement qui me dit clairement si tu n'avais pas parlé de ta vie privée, on n'en serait pas là. Donc je vais pas parler trop de mon histoire parce que c'est passé. C'est vrai que quand on en parle, mine de rien, ça remue un peu tout ça. Et je suis passé à autre chose aujourd'hui et je fais des interventions dans les écoles et c'est ça qui m'aide à me reconstruire. Justement, c'est ça que j'allais te poser. Tu passes de victime à président d'assaut, c'est à mener un combat. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Ça t'est venu comment? Tout simplement parce qu'un jour, j'ai eu besoin, je pense. Il y en a qui ont besoin d'aller voir des psys, il y en a qui ont besoin d'aller voir des médecins pour se réparer intérieurement,
harcèlement. Moi, je pense que j'ai eu besoin de faire des interventions et d'être au contact des jeunes pour en parler. Et c'est là où j'ai rencontré en plus Nora pour la première fois. Et gros big up à elle. Gros big up à elle, parce que c'est elle qui m'a formé sur le terrain. C'est elle qui m'a appris. C'est elle qui m'a appris et qui m'a formé sur les premières interventions. Ouais. Donc, ça s'est bien passé. Comment ça a été reçu? Bah, ça s'est très bien passé. Explique peut-être d'ailleurs, pardon, je te coupe. Explique peut-être d'ailleurs ce que tu fais concrètement, parce que donc tu fais le tour des établissements, c'est un peu ça. Alors avant, c'était plus de la conférence où je parlais de mon histoire, ou sorti du témoignage. voilà. C'est ça qui est bien. Et à un moment, on a discuté avec Nora, et puis à un moment, c'était juste mieux que j'arrête d'en parler et que je fasse plus de la prévention, que je fasse de l'avant, et que je parle plus de comment lutter contre le harcèlement, comment dénoncer, comment s'emparer du sujet. Donc voilà. Bon, alors je fais une pause de chat. Il y a Simon qui dit le harcèlement c'est pas drôle du tout. Non, c'est pas drôle du tout. Il y a GR33 qui nous dit scolaire, harcèlement scolaire, mais aussi estudiantin. Donc ça existe aussi. Et dans la vie professionnelle, évidemment, ça progresse un peu, mais c'est toujours pas non plus top. Le harcèlement, ça existe effectivement dans les entreprises. Marité qui nous dit bonsoir. Salut Marité. Et Kyle qui nous dit il faut que le plan du gouvernement semble bien enfin prendre les choses sérieusement, mais le travail pour le mettre en place est titanesque. C'est pas faux. Ce soir, on devait aussi recevoir Agathe Lemaître. Agathe Lemaître qui a écrit le livre de Liane, paru cette année chez HarperCollins. C'est un livre dans lequel Agathe raconte l'histoire de sa sœur Diane, qui s'est suicidée en 2016 après des années de harcèlement scolaire. Alors Agathe n'a pas pu se libérer ce soir, elle ne pouvait pas venir, mais on l'a enregistré hier en vidéo et je vous propose de l'écouter, Agathe. Bonjour, moi c'est Agathe, je tiens le compte Instagram Agathe en parle. Et je me mobilise contre le harcèlement scolaire puisque j'ai perdu ma petite sœur à cause du harcèlement scolaire. Donc quand j'étais étudiante, je suis partie à Singapour. Je suis restée vivre là-bas. Et un jour, ma famille m'a appelée pour m'annoncer que ma sœur s'était suicidée. Et personne ne savait pourquoi. Et après l'enterrement, en vidant les affaires de ma petite sœur, j'ai découvert un journal intime dans lequel j'ai pu voir tout ce qui lui était arrivé. Depuis la 6e jusqu'à la terminale, elle était harcelée. C'est essentiellement de la grossophobie, du racisme à cause de sa couleur de peau et nos cheveux qui sont bouclés, et également de l'homophobie. Donc pendant 7 ans, elle était harcelée tous les jours, aussi du cyberharcèlement. Et malheureusement, elle n'en a jamais parlé. C'est-à-dire que pour garder la face, elle mettait des jolies robes, elle avait des notes excellentes, elle avait beaucoup d'amis. Elle sortait le soir et tout le monde pensait qu'elle allait bien. Sauf que, au fond, elle souffrait de toutes ces moqueries qu'elle recevait tous les jours et qui lui ont fait perdre son estime de soi et sa confiance. Donc sa capacité ensuite à se reconstruire. Quand le harcèlement s'est arrêté, donc c'était à la fin du lycée, elle est rentrée en université, mais elle a commencé à avoir des PTSD, donc c'est-à-dire des troubles du comportement. Ça peut être la boule au ventre, les mains qui tremblent, ce genre de choses, qui ont fait qu'elle ne pouvait plus suivre une scolarité normale, donc elle a dû suivre à distance. Et malheureusement, au bout de 3 ans, donc à 21 ans, elle s'est suicidée. Donc Agathe Lemaître, qui a écrit le livre de Liane, paru cette année chez HarperCollins. Cette histoire, elle ressemble un peu à celle de Marion, Nora. Chaque histoire est différente, mais... Oui, on m'entend, oui. Oui. Pardon. Oui. Je veux juste dire que le texte que tu as lu tout à l'heure était magnifique. C'est très gentil. Non, il était beau. Je pense que c'est un texte qu'il faut garder. Mais je vais te le passer. Non, mais qui peut être lu dans les écoles, il est puissant, il est fort et il dit tout. Donc merci d'avoir écrit ce texte. Tu l'as écrit tout seul. Mais merci d'être venu, surtout. Non, mais tu l'as dit et tu l'as lu. Mon métier. Non, mais parfois c'est pas aussi bon. C'est très gentil. Donc, non, mais c'était vraiment très beau. Donc merci, première Nora. chose. Oui, c'est l'histoire de Marion, mais c'est l'histoire de tous ces enfants qui cachent leur douleur derrière un grand sourire. Annelise, elle a un podcast qui s'appelle Smile, et quand on la voit, elle est tellement lumineuse et tellement souriante que personne ne peut imaginer ce qu'elle a vécu. Donc aussi... Big up aussi. Big up, bon, je ne parle pas comme ça, mais je vais faire semblant parce qu'il y a moi des jeunes... Moi aussi, je fais un peu semblant. Ouais. Donc big up à tous ces jeunes qui sont à côté de moi et derrière moi. Mais oui, Marion, elle a vécu du harcèlement avec le recul. En fait, on se rend compte dès l'école primaire, même la maternelle, le fait de ne pas être invitée aux anniversaires. Alors ce que disait Agathe, c'est intéressant parce qu'elle disait à cause de ses cheveux bouclés, à cause de sa couleur de peau, comme si on arrivait à un moment à justifier. Toi, tu disais à cause de mon poids. Et en fait, si on dit à cause, ça veut dire qu'il y a des raisons. Et il n'y a pas de raison.
Et c'est ce que tu expliques dans ton texte aussi. Et Marion, c'était, je pense, 7 enfants différents avec des centres d'intérêt différents. On venait d'arriver, elle ne connaissait pas certains élèves en arrivant, c'est important aussi de le dire, en arrivant à la maternelle, peut-être 3 mois après la rentrée. Et on sait qu'un nouvel arrivant, par principe, il est seul, et s'il est seul, il n'a pas de réseau. Et tout ça, je l'ai découvert en reconstituant ma mémoire et mon histoire. Et c'est vrai qu'elle était toujours souriante, pleine d'envie, pleine de joie. Et puis un jour, elle a mis fin à ses jours. Et elle a laissé une lettre. Donc, elle était en 4e C. Elle écrit une lettre aux élèves qui lui font du mal. Je tiens à dire que je ne devrais même pas être là et vous en parler parce que quand Marion est décédée, on nous a dit qu'elle s'était sans doute suicidée un 13 février, la veille de la Saint-Valentin, à cause d'un chagrin d'amour. Et j'avais demandé si Marion avait laissé une lettre, parce que c'est moi qui l'ai retrouvée, et j'étais en état de choc, et on m'a dit non. Et le soir, la gendarmerie nous a rappelé. J'ai demandé est-ce que Marion a laissé une lettre. On m'a dit non, madame. Et le lendemain matin, une amie me dépose le journal Le Parisien, le quotidien. Et en effet, 2 enfants harcelés à en mourir. Mathéo, à qui je rends hommage, parce que je connaissais ses parents, à Bourg-Saint-Maurice. Et Marion, qui a laissé une lettre. Et donc, en fait, il y a quelqu'un, un lanceur d'alerte, qui a donné cette lettre à la presse. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait, non, Marion n'était pas décédée d'un chagrin d'amour. Mais parce qu'elle avait été harcelée. Mais parce qu'elle avait été harcelée. Et en remettant la pelote, elle avait été tapée, elle avait été humiliée, elle avait été mise de côté, traitée d'autiste, de pute, de salope, des coups de compas, des boules de neige dans le visage, les réseaux sociaux, mais après, et c'est surtout, maintenant je le sais parce que je suis devenue entre guillemets une experte de ce sujet-là, elle a vécu, c'est vrai, des violences physiques des garçons, c'est très genré, mais beaucoup d'ostracisme, de mise à l'écart, de rumeurs. Et c'est ça qui l'a détruit parce qu'elle avait le sens du mot, MOT, et la définition. Et quand on dit à quelqu'un t'es une pute, elle voyait vraiment ce qu'il y avait. Et puis la veille, elle avait été prise à partie très violemment dans son établissement en cours de sport. Personne ne l'avait défendue, le prof n'avait pas réagi. Et elle m'avait demandé de rentrer. Et moi, je pensais qu'elle était juste malade le 12. Et elle avait reçu, entre le moment où elle est rentrée à 13h30, toute la nuit jusqu'à sa disparition, des menaces de mort, des insultes. Et que si elle revenait, on la tuait. Donc voilà, c'est terrible. C'est un peu beaucoup. De toute façon, je me demande même comment elle a fait pour tenir autant. Parce qu'honnêtement, moi, en tant qu'adulte, même si parfois on peut être la cible adulte d'une meute, je sais de quoi il s'agit, des gens qui font courir des rumeurs, qui veulent vous déstabiliser. Même si on a une énergie féroce, quand on a un enfant, on est en construction et on trouve ça tellement injuste. Et c'est aussi rappeler, parce que vous êtes beaucoup plus jeune, mais les enfants, ils veulent quand même appartenir à un groupe. Moi, en même temps, maintenant, je m'en fiche. J'ai des amis ou pas d'amis, je laisse ces gens avec leurs rumeurs et leur méchanceté. Mais quand on a un besoin enfant... d'appartenir à une bande quand on est jeune. Ouais, moi j'ai ma bande de copains. Alors je suis la la vieille, mais du coup, moi j'ai ma bande de copains depuis la maternelle. Ouais. Et j'ai une super famille. Et j'ai des amis de 30 ans. Mais on se construit. Et puis le temps d'un enfant est un temps court. Parce que c'est ce que je dis souvent, on l'a embêté par exemple pendant 3 mois. Mais quand on a 12 ans, 3 mois c'est une vie. Quand on en a 40, c'est rien. Donc il faut toujours se mettre à hauteur d'enfant. Donc voilà, s'il y a des questions, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura des questions, mais s'il y a des enfants qui souffrent derrière l'écran et qui nous entendent, vous pouvez nous en parler. Et un jour, la lumière revient et on retrouve le sourire. C'est un moment qui passe. C'est la politique des petits pas. Moi, hier, je me suis couchée fatiguée et me disant c'est terminé, j'arrête tout. Et ce matin, je me dis non, ça vaut le coup de continuer et notamment d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir de t'avoir, Nora. Merci. Pierre, alors je distribue un peu, tu peux tout à fait prendre la parole aussi, Lyon aussi, enfin voilà, je propose une trame, si on veut sortir de la trame, on sort bien sûr de la trame. Pierre, tu as publié une tribune dans les colonnes du journal Libération. Ouais. En juillet dernier, je crois, c'est ça ? Ça doit être ça, oui. Et le titre, enfin en tout cas tel qu'il m'est apparu à moi, c'est quand j'entends mon nom, j'entends encore les insultes qui allaient avec. Ouais. Et ta tribune, elle commence comme ça. Je lis le début, hein, les modos mettront le lien. C'est je m'appelle Pierre et dans quelques jours j'aurai 32 ans. Pourtant, quand je me regarde dans une glace, j'ai l'impression d'en avoir toujours 13. J'ai une licence pro de journalisme, mais quand je suis en soirée avec des gens que je ne connais pas, j'ai l'impression de me retrouver dans la cour de récréation du collège Françoise Dolto de Marly-la-Ville, dans le Val d'Oise. Et quand je suis au bureau, pardon, lapsus, j'ai l'impression d'être à nouveau dans une salle de classe. C'est toujours le cas. Pardon, j'étais troublé parce que je me revoyais dans ce que tu disais.
D'autant plus qu'en ce moment, je travaille avec des gens adorables. Ouais. Donc, s'ils me regardent, je les Ça embrasse. existe aussi, les gens adorables. Bien sûr, bien sûr. Ouais, tout ce que je dis, je le pense très sincèrement et je l'ai vécu aussi. Donc maintenant, je les ai, les 32 ans. Ce harcèlement scolaire que j'ai vécu, c'était il y a maintenant 15-20 ans, quand j'étais au collège, mais en fait, ça, si on y réfléchit bien, ça a commencé dès la maternelle et ça s'est terminé au lycée, avec toujours ce fameux pic au collège, parce que c'est là c'est l'âge où on est un peu méchant, en réalité. Ouais, où on est Parce même qu'on un doit peu faire ses con, preuves d'ailleurs. dans la meute, dans la bande. Toi, le psy, Ouais. c'est un peu comme ça que ça se passe. Et surtout dans un groupe d'adolescents, effectivement, on a besoin des autres pour se construire, pour s'appuyer, pour prendre un peu de distance par rapport à ses parents et aller vers d'autres je dirais, relations pour pouvoir apprendre à se connaître et puis apprendre à se connaître au travers des autres. Ouais. Oui, donc voilà, ça s'est passé sur la majeure partie de ma scolarité, avec donc un pic au collège, comme je disais. Et en fait, ça laisse des traces hallucinantes, même chez l'adulte. Moi, ça fait 7 ou 8 ans maintenant que je vois une psy, alors pour des tas de choses, y compris pour ça. D'ailleurs, c'est bien, il faut voir une psy. Si vous hésitez encore à le faire parce que vous avez des souffrances dans votre vie, faites-le. Faites-le, vous allez voir, ça va vous changer votre vie. Vraiment. Et donc voilà, je sais plus ce que je disais, pardon. Dans ta tribune, tu sembles un petit peu accuser quand même l'école, d'une manière générale. Oui, c'est vrai. Non, d'une manière générale, plutôt les profs, l'encadrement, c'est un peu ce que tu dis dans ta tribune. Que ce soit l'école ou l'éducation nationale. Il n'est pas question ce soir de faire le procès de l'éducation nationale, mais il faut peut-être parler, parce que le cadre de l'éducation nationale, c'est dans lequel s'épanouissent les enfants. Enfin, non, d'ailleurs. Le deuxième des cadres, c'est celui-là. D'ailleurs, il faut le dire quand c'est bien. On y passe beaucoup de temps. Et là, pour le coup, les avancées qui sont sorties ces dernières heures sont historiques, je crois qu'on peut le dire. Mais ça a mis du temps quand même, hein. Ça a mis beaucoup de temps à arriver. Enfin, ça a mis depuis la création de l'école, en fait, en vrai. Donc, j'en veux aux professeurs qui n'ont pas vu ce qui s'est passé ou en tout cas qui n'ont pas voulu le dénoncer. J'en veux évidemment à mes harceleurs. Moi, je les appelle les emmerdeurs. Donc, j'en veux aux emmerdeurs. Tu leur en veux encore ? Ouais, bien sûr. Il vaut mieux pas que j'en croise un dans la rue, hein, je vais te dire. Non, vraiment. Et puis, j'en veux aussi à tout ce système-là de pas protéger les enfants. Encore aujourd'hui, on le voit avec l'actu récente, avec ce qu'a fait l'Académie de Versailles, ces lettres dégueulasses qui ont été envoyées aux parents. Comme quoi, les choses ne changent pas tant que ça. C'est en gros, n'insultez pas l'éducation nationale, respectez les personnels. Sinon, en fait, c'est nous qui allons entamer des poursuites, en fait. En gros, c'est un peu ce que le rectorat de Versailles disait dans quelques-unes de leurs lettres. Alors, c'est pas toutes les lettres non plus, mais ça existait. De fait, la rectrice l'a concédé. En se défaussant, mais... C'est ça, et moi je vais dire un truc, alors là je vais pas représenter l'association sur ce que je vais dire, c'est mon avis à moi, mais plus le temps passe et plus je fais des choses justement avec l'association, plus je rencontre des enfants, plus je vois des choses sortir dans les médias sur le harcèlement scolaire et sur des trucs terribles qui se passent, sur des morts et tout ça, plus je me dis que au final c'est quand même un peu dommage que les profs dans la salle de cours desquels des élèves ont été harcelés et sont morts après, les chefs d'établissement dans lesquels le harcèlement s'est passé pour des élèves qui sont suicidés après, que les recteurs d'académie dans lesquels le harcèlement scolaire s'est passé et qui ont fermé les yeux sur tout ce qu'ils savaient, et un élève est mort après, je trouve un peu dommage que ces gens-là ne soient pas condamnés d'une certaine façon, que ce soit par l'éducation nationale, que ce soit par la justice, je sais pas, je suis pas homme politique, j'en sais rien, mais voilà, je me dis que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose à ce niveau-là, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait là en plus que ce qui a été proposé? Je vous pose la question à tous les 5. Ce qu'il faudrait, c'est que maintenant que le plan est annoncé, c'est le réaliser, parce que souvent on a des annonces comme ça très, je dirais, très officielles et où on a beaucoup d'espoir. Le problème, c'est que souvent, et j'espère que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas, il n'y a pas beaucoup de réalité en fait derrière tout ça, et on le voit, les victimes et les anciennes victimes, elles attendent des choses, des avancées. On dit souvent plus jamais ça, et malheureusement à chaque fois ça se reproduit, et malheureusement le nombre de morts des causes du harcèlement se succèdent, et il faut le dire, le harcèlement ça tue, hein. C'est pas des jeux entre enfants, c'est pas
des choses auxquelles on est tous soumis. C'est pas un passage obligatoire dans la construction d'un individu et il faut vraiment, je pense, en tant qu'adulte, s'interposer parce que c'est cette ingérence qui va protéger les victimes et c'est pas normal qu'on entende effectivement quatre témoignages comme ça où on a l'impression que le monde des enfants c'est un monde entre soi où les adultes sont assez absents ou que quand un enfant interpelle un adulte, l'adulte banalise la situation, ne la prend pas à bras le corps et il n'y a rien de pire pour une victime, en plus de la souffrance qu'elle a vécue, de se rendre compte que les personnes qui sont censées la protéger sont inopérants et ne font rien. Et souvent, un enfant va s'adresser à une personne de confiance et si cette personne de confiance n'est pas digne de confiance, elle ne va pas multiplier les contacts et c'est désespérant et c'est là où il y a un enfermement et quand on a l'impression que ceux qui sont censés nous protéger ne le font pas, eh bien on va essayer de se débrouiller par soi-même, mais dans les 4 témoignages qu'on a entendus, on se rend bien compte qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Donc ce qu'il faut faire, c'est se mettre en état de marche, faire en sorte que tout ce qui est prévu soit suivi des faits. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce plan, c'est qu'il y a des choses qui sont proposées et surtout, ce qu'on propose, c'est de sortir un peu de ce cadre de l'école. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail et il y a trop de choses qui ont pas été correctement faites ces dernières années. Mais le harcèlement, il n'est pas que à l'école. Il y a aussi le cadre du sport, il y a aussi le cadre des loisirs qui peut être soumis à ça. Et malheureusement, le harcèlement, il se répand partout dans la vie de l'enfant. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, l'école, bien sûr, tous ces gens qui sont là pour protéger les enfants, doivent se saisir de ça et on est tous responsables. Il n'y a pas de raison qu'un adulte ne se sente pas investi dans la protection des mineurs, surtout quand on voit malheureusement les résultats que ça peut causer. Il y a Kyle, je fais une pause de chat, pardon, il y a Kyle qui dit « Moi j'ai clairement pas subi autant », il réagissait c'était au cas de Marion, je crois. J'ai pas subi autant, mais j'étais plutôt roux quand j'étais petit. Et là, je sais très bien de quoi on parle ce soir. Il y a l'atelier d'Arnaud qui dit « J'étais victime de maltraitance pendant 3 ans à l'école primaire par une majorité d'élèves de ma classe. J'ai eu la chance de pouvoir changer de quartier, arriver au collège. Mais aujourd'hui, à plus de 50 ans, j'en veux toujours à cette classe de gamins qui m'a jamais considéré comme un des leurs. Et jamais personne ne m'a dit que c'était anormal cette vie d'enfer à l'école. Il y a Cal après qui dit un jour ça serait bien que la responsabilité de l'État des responsables dans le harcèlement pardon, non, j'ai pas dit ça Cal, désolé, il manque un mot dans ta phrase. Bon, en gros, il faut engager la responsabilité de ceux qui sont censés encadrer et protéger les enfants, donc l'État, et que les victimes soient reconnues par la justice. Voilà, c'est ça que tu dis. GR33, tu dis c'est à la fois anormal et dans la norme de ce qui existait, car ça arrivait, donc cette vie d'enfer à l'école, peut-être pas dans chaque classe, mais dans tous les établissements scolaires, à toutes les classes d'âge, d'où peut-être les détournements de regard et la déconsidération. Et GR33 qui dit oui, il faudrait aussi mettre la hiérarchie face à ses responsabilités. Et Léon, je te voyais acquiescer. Est-ce que disait ton voisin de droite? Oui, alors, moi je pense que oui, tout le monde a une part de responsabilité et notamment dans ce genre de situation où personne bouge, personne ne fait rien. Si on pouvait aujourd'hui rajouter un tout petit truc en plus, ça serait aussi de pouvoir punir ceux qui ont été en faute sur ce genre d'événements. Je veux bien entendre à certains moments que des profs ne voient pas, que des proviseurs n'ont rien vu. Ça, il n'y a pas de souci. Enfin, ça arrive, l'erreur est humaine, on peut tourner la tête sans faire exprès, on peut ne pas entendre. Bon, mais dans la majorité des cas, on entend, on voit quand même. Généralement, je me fais vraiment engueuler par les profs, mais c'est la vérité. Enfin, moi, quand je l'ai vécu, j'ai vu les profs qui me regardaient, j'ai vu. J'en fais pas une généralité, mais c'est la moyenne. Et toutes ces personnes-là qui n'ont rien vu, n'ont rien fait, soi-disant, devraient être punies parce que du coup, ils ont manqué à leur obligation de protéger, de pouvoir protéger les jeunes, de les mettre en sécurité. Et c'est ce que l'école, normalement, est censée faire. Normalement. Voilà. Samuel. Et souvent, la suite, je dirais, c'est on n'a rien fait, on n'a rien vu parce qu'on ne savait pas quoi faire. Ça, c'est ce qu'on entend souvent de la part des professionnels. Jaguar qui dit il faut former les profs. Voilà. Bon, alors, mais cependant, ils sont formés déjà à la base les profs. Alors pas pour des prises en charge comme ça. Et bien évidemment, il faut avoir, je dirais, la volonté, le courage et d'ouvrir les yeux. Et puis après, il faut, je pense, avoir conscience des actions à mener, tout simplement, avoir aussi je dirais la confiance de sa hiérarchie.
hiérarchie, parce qu'une situation de harcèlement, ça doit se résoudre avec l'assentiment du directeur de l'école, avec peut-être une équipe qui va accompagner tout ça, parce que peut-être que tout seul on n'y arrivera pas. Et souvent, enfin, en tout cas mon ressenti, mon expérience, c'est que dans les établissements où il y a un chef d'établissement qui a une vraie volonté de lutter contre ce fléau, qui considère que le harcèlement n'a pas droit de cité dans son établissement et je dirais qu'il embarque toute une équipe d'enseignants avec l'idée que voilà, il faut mener à tout moment, voilà, il faut le traiter, et que engager les gens. Voilà, et que c'est un combat de tous les jours. Souvent dans ces établissements, on sent que voilà, le harcèlement il est un peu plus difficile à vivre, et tant mieux, il faut lui mener la vie dure à ce harcèlement. Mais c'est vrai que c'est souvent une décision et en tout cas une volonté d'un chef d'établissement, et il faudrait que dans tous les établissements, tous les chefs d'établissement soient pris par le même élan en fait. Je peux dire quelque chose. Prie, bien sûr, Nora, vas-y. Juste, moi je crois qu'il n'y a pas besoin de formation pour protéger un enfant. Pardon, tout à l'heure j'étais dans un taxi et je vois deux jeunes garçons qui se bagarraient. Et j'ai dit au chauffeur, arrêtez-vous, ils se bagarrent. En gros, moi je veux descendre quoi. Et il me dit, mais non, c'est des jeux de c'est des jeux de garçons. Je dis, vous avez vu la clé de bras qu'il vient de lui faire, etc. Je lui dis, non, moi je peux pas laisser passer ça. Tu t'es interposé ? Tu t'es Non, mais après, j'ai regardé dans le rétro, il m'a dit c'est bon. Je lui ai dit, moi, parce que moi, sinon, je descends. Enfin, je veux dire, à un moment, si chacune et chacun se dit c'est pas moi, c'est l'autre, il se passe rien. J'ai pas besoin d'être formée pour être citoyenne. J'ai pas besoin d'être une maman pour protéger les enfants. Et puis, par exemple, dans d'autres pays, comme en Suède, oui, le chef d'établissement, le professeur qui n'a rien fait ou a laissé faire, il doit être puni. C'est ce que Kyle dit, oui. J'entendais ça, je ne sais plus sur quel plateau, que dans les pays du nord de l'Europe, c'est aussi les institutions qui sont condamnées lorsqu'il y a un harcèlement, car c'est leur responsabilité que ça n'arrive pas. Oui, mais de garantir un cadre safe. C'est hyper compliqué. Je sais que pour Marion, nous, on a attaqué l'État. Parce qu'il n'avait pas protégé Marion, et en effet il y a eu une responsabilité partielle. C'est là qu'est née alors ils vont peut-être m'en vouloir les jeunes, mais c'est qu'il y a eu l'interdiction des téléphones portables, parce que comme Marion était harcelée dans l'établissement, on réduisait aussi les risques et on mettait aussi les adultes. Le harcèlement était en dehors de l'école, c'est ça? Oui, mais non, mais c'était dans non, mais à l'époque, en 2013, on pouvait utiliser son téléphone portable dans les collèges, dans les établissements. Donc déjà, on a essayé d'écarter ça. Et puis de dire que de toute façon, c'est la responsabilité de tous. Voilà. Et que quand un enfant, Elian, Anne-Lise l'ont verbalisé et l'ont dit, il n'y a plus de sujet. Par exemple, dans le cadre du programme phare, peut-être que beaucoup en entendent parler. Tu peux expliquer en 3 secondes, voilà ce que je voulais dire. Phare, ouais. Donc c'est un acronyme, programme de prévention à l'école. Et justement, comme on ne peut plus laisser l'envie ou l'appétence d'un chef d'établissement, c'est un peu à la carte. Moi, en 2014, je disais, c'est pas possible. Le chef d'établissement, c'est le chef d'orchestre. Il a envie, il joue. Il n'a pas envie, il joue pas. Ou ça sonne faux. Donc, c'est pas possible. C'est-à-dire que dans cette école, oui, le chef d'établissement, il dit que c'est non. Et puis dans l'autre, c'est pour ça que les gens changent d'école. Et là, avec le programme phare, programme de prévention de harcèlement à l'école, c'était de se dire qu'il ait envie ou qu'il n'ait pas envie, c'est obligatoire. Que des profs n'aient pas envie, c'est leur problème. Mais on va mettre une équipe ressources à 5. Parce qu'en effet, il a raison, Samuel. Des fois, il y a des professeurs qui ont envie d'aider un élève, il peut avoir la hiérarchie en disant je veux pas d'histoire, pas de vague, ma réputation. Mais je vais vous dire un truc, il vaut mieux avoir une mauvaise réputation parce qu'on a dénoncé du harcèlement que parce qu'un enfant est mort. À un moment, c'est juste de la citoyenneté. Et je dis souvent, on peut pas mettre au fronton des écoles liberté, égalité, fraternité, voire altérité, si nos adultes ne protègent pas nos enfants. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet. Un enfant qui souffre de violence doit être protégé dans l'école, en dehors de l'école. Et surtout quand il le dit, on ne peut pas tourner la tête et dire ça ne m'intéresse pas. C'est juste pas possible. Pierre ? Ouais, il y a un truc qui est assez paradoxal. Quand un élève se casse la jambe en cours de PS, par exemple, c'est le prof de PS qui est responsable. On est bien d'accord. Il l'emmène à l'infirmerie, etc. Ou alors il fait en sorte que ça n'arrive pas. Bon. Donc quand un élève fait une dépression parce qu'il s'est pris des insultes toute l'année en cours de maths, pourquoi c'est pas le prof de maths qui est responsable ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu as raison, c'est judicieux. D'autres réactions ? Oui, je pense qu'effectivement, le prof de maths, il aurait aussi des comptes à rendre et justifier son inaction si c'est le cas. Oui, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu disais, à ce moment-là, le raisonnement, c'était la responsabilité partielle, parce qu'il y avait une forme de cyberharcèlement.
C'est un peu ton sujet, il me semble, le Oui, cyberharcèlement. Parce que le harcèlement, aujourd'hui, c'est aussi sur les téléphones portables, c'est sur les messageries, c'est sur les réseaux sociaux, et ça affecte tout. Alors, je sais, il n'y a pas d'échelle de gravité, mais ça touche très très fort les jeunes aussi. Exactement. Alors aujourd'hui même... Enfin, les jeunes, en fait, ça touche tout le monde. C'est un peu bête ce que j'ai dit. Ça touche pas les jeunes, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, et puis je pense que cette dichotomie entre le harcèlement à l'école et le harcèlement sur les réseaux, c'est un peu vieillot. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils disent c'est le harcèlement, et c'est le harcèlement qui se déploie sous différentes formes, à différents moments de leur vie, mais ça reste le même harcèlement. Et c'est vrai que les réseaux sociaux impactent énormément la vie des jeunes, ils y sont très, très connectés. C'est vrai que les réseaux sociaux donnent une amplification à ce harcèlement, parce qu'on parle aujourd'hui de harcèlement de meute, de raids numériques, voilà, c'est massif, c'est répété, c'est très lâche aussi, on va dire, hein. Il faut être clair avec ça. Je trouve que d'aller harceler quelqu'un sur les réseaux sociaux en appuyant juste sur un bouton et en envoyant des messages ou des photos agressives, c'est un manque de courage absolu, et c'est très facile. Donc évidemment, comme c'est facile, c'est très facile de pouvoir le répandre et de répandre cette haine sur les réseaux. Donc il faut, à mon sens, dès le plus jeune âge, prévenir ces situations de harcèlement, à la fois en tant que parent, d'expliquer comment on utilise un téléphone portable, mais pas comme une arme pour faire mal, comme un moyen de communication, comme un moyen de divertissement. Là, dans les témoignages qu'on entendait, c'est des situations qui ont commencé très tôt. Aujourd'hui, les jeunes se connectent sur les réseaux sociaux bien avant 13 ans. On dit aujourd'hui quasiment 70% des jeunes de primaire sont inscrits sur les réseaux sociaux. On peut s'inquiéter quand même de ça, sachant que souvent ils sont inscrits sur ces réseaux sociaux sans avoir, je dirais, l'accompagnement parental qui leur permet de pouvoir l'utiliser, encore une fois, avec le respect, voilà, avec l'empathie nécessaire pour imaginer que quand on envoie un message, celui qui le reçoit, ça ne va pas forcément le faire autant rire que celui qui l'a envoyé. Et puis après, c'est un accompagnement tout au long cours. Je pense que les collégiens aussi devraient pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'un rappel, de faire en sorte en tout cas que ces réseaux sociaux ne soient pas un lieu entre soi, entre jeunes, mais que ce soit aussi un lieu de vie dans lequel les adultes ont le droit d'y mettre de temps en temps les pieds et de pouvoir rappeler à l'ordre, parce que vivre ensemble, ça s'apprend, et vivre ensemble sur les réseaux sociaux, c'est un autre apprentissage, et je pense que on le réserve un petit peu trop aux jeunes entre eux, avec l'idée qu'ils vont apprendre tout seuls, mais c'est pas vrai. Et le travail de l'éducation, c'est justement d'être présent, d'accompagner, de rappeler les choses, de sanctionner de temps en temps, et puis de pouvoir faire en sorte que ces réseaux sociaux ne soient pas des lieux de souffrance, comme malheureusement ça l'est parfois encore trop aujourd'hui. C'est qui les harceleurs ? Il y a un profil type ? Je parle au psy. Alors, c'est une bonne question. Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas de profil type de harceleur ni de harcelé. Peut-être ce serait bien qu'il y en ait, parce que si on savait que... Voilà, ce serait pratique, parce que s'il y avait une catégorie de personnes que je puisse citer, bien on irait vers ces harceleurs, et puis on ferait de la prévention, et on se dirait, voilà, le harcèlement n'existe plus. Malheureusement, le harcèlement, c'est dans tous les milieux, dans les bons, et enfin dans les milieux favorisés, je dirais, et dans les milieux qui ont moins de facilité, chez les familles où il y a 2 parents, chez les familles où il y a un seul parent, enfin voilà, c'est vraiment toute la société, toute la société est concernée. C'est pas une question d'éducation aussi, parce que parfois, en tant que parent, on peut se sentir très coupable d'avoir un enfant qui a été lui-même coupable de harcèlement. Il faut déculpabiliser les parents et se dire que on peut avoir été le meilleur parent du monde et pour autant avoir un enfant harceleur. Alors, je vais répondre à la question. Pour moi, je crois que le point commun de tous les patients que j'ai reçus qui étaient harceleurs, c'était d'abord des jeunes qui n'allaient pas bien. D'ailleurs, s'ils viennent voir le psy, c'est que justement, il y a quelque chose à dire. Et en général, quand on va bien, quand on est bien dans sa tête, dans son corps, dans sa vie, dans sa scolarité, en principe, on n'a pas besoin d'utiliser la violence pour avoir l'impression qu'en tapant sur la tête d'un petit camarade, on se sent mieux, comme si c'était un médicament d'une certaine manière, comme si il y avait une espèce d'exutoire et je fais du mal aux autres, donc du coup j'ai l'impression d'aller mieux. Donc je trouve que le point commun, c'est ça, c'est quand on est un harceleur, on a une souffrance interne, quelque chose qui n'arrive pas à se dire, une espèce de faille narcissique parfois, une fragilité. L'idée, ce serait, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aller se tourner vers un professionnel. Alors, il ne faut pas tout forcément médicalisé, ça peut être aussi un adulte de confiance, on n'est pas obligé forcément d'aller tous voir un psychologue, mais il peut y avoir aussi des gens qui sont capables d'écouter, qui sont capables de nous aider, ça peut être un grand frère, ça peut être... Mais en tout cas, de se dire que quand on ne va pas bien, quand on ressent quelque chose qui n'est pas en phase avec ce que l'on voudrait, eh bien, de faire l'effort de pouvoir travailler cette question plutôt que de s'en prendre à quelqu'un qui, de toute façon, ne nous aidera pas et qui va en plus, je pense, amplifier notre mal-être, parce qu'on va se rendre compte qu'en harcelant quelqu'un,
voilà, on va pas mieux, et du coup ça va réenchérir encore plus le comportement harcelant, parce qu'on trouve pas de solution et on va s'enfermer dans une relation dominant-dominé comme on la connaît. Il y a GR33 qui dit chez les garçons et chez les filles, les formes sont différentes dans le harcèlement, c'est vrai? Ouais. Alors je réponds, puis Nora pourra certainement compléter. La parole, Différent. Et voilà. Ce que je comprends dans la question, c'est qu'effectivement, souvent ce qu'on entend, on l'a entendu un peu dans les témoignages, c'est que chez les garçons, ce qui est mis en avant, c'est la virilité, tous les marqueurs de virilité, l'orientation sexuelle, véritable ou supposée. Hein, il ne suffit pas forcément de s'être affiché comme hétéro ou homo. Les harceleurs vont supposer des choses et s'en prendre à la victime. Et puis chez les filles, ce qui est souvent mis en avant, c'est le poids, le profil, la façon de s'habiller, les styles vestimentaires, les goûts qui seront mis en avant. Alors c'est très adolescent, je dirais. Hein. Moi, je repère que c'est des choses qui, dans une problématique adolescente, sont jamais évidents. Hein. Le corps, la transformation du corps, ce que l'on va devenir, les préoccupations pour la sexualité, tout ça est d'une banalité affligeante. Hein. Depuis la nuit des temps, les adolescents, ils se posent des questions sur est-ce que mon corps va correspondre à ce que j'ai envie, qu'est-ce que je vais être sexuellement, est-ce que je vais savoir attirer, est-ce que je vais savoir donner du plaisir. Enfin, voilà, c'est des questions normales qui effectivement déstabilisent parce que c'est plein de questions qui ne trouvent pas forcément de réponse immédiatement. On aimerait bien tout de suite, dès le début d'adolescence, savoir vers quoi on va. Ça prend du temps. Et je pense que c'est ces moments de fragilité qui font que parfois certains vont être dans des situations un peu difficiles et ça peut parfois être un début de harcèlement parce que, encore une fois, si on ne va pas faire l'effort d'aller trouver des solutions et des réponses à ces questions autrement qu'en faisant du mal, on s'enferme dans cette relation. Nora ? Alors, j'avais pas compris la question comme Samuel. Mais Lise, après, je vais te refiler le micro. Peut-être que c'est pas comme ça qu'il fallait. Je sais pas si. Non, mais du coup, c'était très intéressant. C'était très complète. Tu peux rajouter. La réponse est intéressante, mais comme c'est pas la question que j'avais comprise, moi, j'avais compris. Est-ce qu'il y a des formes de harcèlement? La question c'était la question effectivement, oui, tu m'as bien. Donc je pense que tu as mieux compris que moi. Ah oui, d'accord. Donc moi j'ai écouté. Voilà. Donc c'est dur de dire ça à un psychologue. Donc c'était les formes. Et donc là c'était un peu les raisons. C'était les raisons que tu as évoquées. Oui. Et donc moi j'étais sur les formes. Et j'invite les gens, s'ils ont un petit peu de temps ce soir ou qui s'ennuient, à télécharger un baromètre qui s'appelle le baromètre du harcèlement entre pairs. J'explique PRS pour rebondir sur tout ce qui a été dit. C'est tout le harcèlement. Alors les pairs, c'est les semblables. Les semblables. Autour de soi. Et nous, on s'intéresse au lieu. C'est-à-dire que cette personne a été la proie dans le bus, sur les réseaux sociaux, à l'école, etc. C'est ce qu'elle reçoit comme violence qui nous intéresse. Et les réponses des 15 ans et plus, donc là, c'est plutôt le public. Alors GR33 dit merci Nora, bonne compréhension de ma question. Désolé. C'est moi qui l'ai mal posé, Samuel. Je suis navré. Nora, pardon, je t'ai coupé les chiffres. Voilà, GR33, j'espère te répondre. Et donc, dans ce baromètre, qu'est-ce que disent les 15 ans et plus quand on les interroge sur le harcèlement? Le genre masculin nous dit que pour eux, quand ils abordent le harcèlement, le type de violence physique, coups, tout ce qui est autour du corps, en fait, vraiment le côté, ça rejoint ce que disait Samuel, le côté viril. Les filles, le genre féminin, on va dire, parlent plutôt de violences psychologiques qui sont très, très, très difficiles à expliquer, à prouver. Un regard, un chip, c'est difficile d'avoir un prof en disant on m'a regardé de travers, un chip, des rumeurs, beaucoup de rumeurs. Sur les réseaux sociaux, on pratique beaucoup plus le revenge porn, donc ces rumeurs aussi. Et d'une manière égalitaire, comme je dis souvent, on arrivait à l'égalité filles-garçons, juste sur ce terrain-là, ce sont les violences verbales. Les sales putes, sales pédés, sales connards. Je ne devrais pas dire tous ces mots. Tu as le droit, pardon, mais sur Twitch. Non. Un petit peu. J'espère qu'il n'y a pas mes enfants. Il y a le quota. Non, parce que je leur dois de l'argent à chaque fois que je dis un gros mot. Mais il faut dire les mots. Il faut les dire vraiment. Ouais, mais j'ai du mal, moi. Parce que depuis toute petite, si je disais un gros mot... je disais un gros mot. On les a pas entendus. Non, on les a pas entendus. Donc GR33, je pense qu'il a compris et vous pouvez télécharger, vous verrez. Mais c'est ça qui est terrible, c'est de se dire qu'on est encore là. C'est-à-dire que si tu es avec des garçons, quand on intervient en classe, pour eux, la violence physique, c'est pas grave parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils te disent en classe, les garçons, justement? Quand on leur dit c'est quoi le harcèlement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et ils nous disent c'est des balayettes, c'est des bagarres, il m'a piqué mon sac, c'est du racket, etc. Et les filles elles disent souvent je suis isolée, on m'a pas invitée aux anniversaires, on me dit des choses sur moi, je suis pas dans les TP. C'est l'isolement, la mise à l'écart qui les détruit vraiment. Et les garçons, ils ont tendance aussi à résoudre rapidement en se disant c'est pas grave, on se retape un petit coup et puis on repart. Alors que je trouve que les traces psychologiques, mais c'est le psychologue qui répondra. Moi, quand je rencontre des filles, elles nous disent
5 ans, 10 ans après, ça m'a marqué. Le fait qu'on se soit moqué de moi, qu'on m'ait mis... Enfin, tu me regardes, je ne vais pas parler à ta place, Anis. Anis, tu raconteras mieux que moi, parce que je te vois me regarder. Ça fait écho à ton expérience, à ton histoire plutôt, oui. Oui, c'est mieux que tu illustres. Je pense que c'est pareil pour toutes les victimes de violences, d'une manière générale, pas que du harcèlement, mais notamment les violences sexistes et sexuelles. C'est très difficile d'être victime d'insultes, de rumeurs, de revenge porn, de tout ça en fait, parce que ça détruit, mais sur le long terme, comme tu l'as très bien dit, Nora. Parce que les gens ne savent pas ce qu'est le revenge. Ouais, bien sûr. Par exemple, une fille qui est sortie avec un garçon, pendant leur relation, elle lui a envoyé des photos d'elle dénudée, et dès qu'ils se séparent, il le balance sur les réseaux pour l'humilier. Le garçon, pour se venger, entre guillemets, mais c'est pas du tout une vengeance, parce que c'est une forme de violence, et on n'a pas le droit de faire ça, c'est un délit. C'est un délit, hein. C'est un délit, c'est puni par la loi. Il va publier les photos, tout à fait. Il va publier les photos sur Internet, dans un groupe, etc. Et ça, on n'a pas le droit de le faire, mais c'est ce genre de violences, c'est vrai, elles sont vraiment, si je puis dire, liées aux filles, si je puis dire, dans le sens où ça va souvent être des violences dans ce genre-là qui vont être mises en place contre les filles. Et malheureusement, moi, c'est ce que j'aime bien dire aux enfants que je sensibilise, c'est que les violences psychologiques, les violences verbales, elles ont en fait la même intensité que les coups. Parce que souvent, on parle de violences physique, donc le fait d'être frappé, le fait d'être poussé, de mettre des balayettes, des chiquettes, etc. Mais le fait de recevoir des insultes à répétition, elles tournent dans la tête. Je veux dire, quand on rentre à la maison, on se rappelle, on se remémore tout ce qu'on nous a dit de mauvais, de malsain, et malheureusement, ça tourne. Quand on dort, pareil, dans la tête, ça tourne. Le soir, quand on n'est plus avec ses parents, qu'on est seul dans sa chambre, on revit tout, et malheureusement, ça fait énormément de mal, en fait. Samuel, tu voulais ajouter quelque chose? C'est un traumatisme, hein. C'est pour ça que ça laisse des traces, hein. Je pense que c'est souvent ce qu'on entend de la part des victimes et surtout des victimes adultes qui peuvent témoigner qu'effectivement c'est indélébile. C'est débile de le faire et c'est indélébile pour la victime. Le travail psychothérapeutique, il va consister d'ailleurs, alors non pas à faire oublier évidemment ce qui s'est passé parce que ça c'est marqué et ce sera tout le temps. Le travail, il va consister à faire en sorte que l'émotion qui est liée à tout ce qu'on aura vécu, elle puisse être décorrélée en fait de la situation pour faire en sorte que émotionnellement il n'y ait pas ces moments de reviviscence, de sommeil dans lequel on va à nouveau entendre les sons, les bruits, etc. Et pour faire en sorte qu'on puisse, même plusieurs années après, pouvoir se remémorer de la situation sans avoir tout ce déferlement émotionnel dans lequel on a été, qu'on n'ait plus cette peur, etc. Mais ça prend du temps. C'est pour ça que celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent voilà, peut-être que j'ai été parce que parfois on est harceleur sans s'en rendre compte, et je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est que c'est une vraie souffrance mais puissante et très profonde qu'on inflige à quelqu'un et que personne ne mérite cela. Et tout à l'heure sur la question précédente, qu'est-ce que disent les jeunes dans les séances à l'association e-enfance? On fait aussi des actions de prévention, et ce qu'on entend parfois des harceleurs, c'est ça va, c'était pour rigoler. Et ça c'est une chose. Vous êtes tous d'accord. D'accord. Et ça, c'est terrible de se dire que en fait, cette relation, elle était drôle que d'un seul côté, et de pouvoir de temps en temps se dire ce que moi je trouve drôle avec mon petit groupe de copains et ça nous fait rigoler, celui qui va recevoir la chose, n'est pas forcément dans la même réception et dans la même ambiance. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va se transformer en une souffrance une fois que celui qui l'aura reçu l'aura vécu, quoi. Donc voilà, de se rendre compte de ça et de se dire que ce qui nous fait rire ne fait pas forcément rire tout le monde, ça peut être déjà un début de prise de conscience. Pierre ? C'est pour ça que ça peut être bien éventuellement de faire des cours d'empathie, notamment au collège. Parlons-en. Donc, tu peux peut-être parler des cours d'empathie, ça fait partie du plan. Il y en a qui ont un peu souri d'ailleurs en disant est-ce que l'empathie ça s'apprend vraiment? Alors la réponse est oui, non, je sais pas. Est-ce qu'on apprend l'empathie, est-ce que c'est utile? Ça s'apprend. Je vais même te dire, alors l'être humain il n'est pas normalement empathique. Ah bah non. J'ai oublié ton nom. Samuel pourra peut-être confirmer ou pas, mais parce que moi un jour ma psy m'a dit c'est que les ados n'ont pas encore l'empathie en eux. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ils sont en construction. Tu peux dire que c'est pas vrai, hein. Mais ils sont encore en construction, donc plus des enfants, pas encore des adultes. Et donc, ils se construisent psychologiquement, humainement, etc. Et donc, ils n'ont pas encore l'empathie en eux. Donc, je me dis que faire des cours d'empathie en maternelle, super.
en primaire, très bien, mais au collège, il faut aussi en faire. Parce qu'effectivement, quand on se prend une vanne, tout le monde n'a pas le même humour. La même sensibilité, par ailleurs. C'est jusqu'à la terminale. Alors Nora, si tu ne parles pas dans ton micro, on ne t'entend pas. Ah oui. Non, mais je crois que ce qui est prévu dans le plan, on avait 10 heures déjà qui étaient prévues de la maternelle à la terminale, mais ce n'était pas inscrit dans les fondamentaux. C'est-à-dire que les enfants vont apprendre à lire, à écrire, à compter, et ça fera partie d'une évaluation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, moi, j'y connais rien. Moi, je pense qu'on est en pâte de naissance et qu'après, le monde nous change. Mais... Moi, ce que je pense aussi, c'est que... Alors, je termine en 10 secondes. J'ai eu la chance, quand j'étais ado, de faire des cours de théâtre et de faire de la radio. D'ailleurs, j'embrasse une certaine Émile Mazoyer qui m'a donné sa chance dans une émission qui s'appelait Les Filles du Move, qui était diffusée sur le Move. Je l'embrasse et on prend un café quand tu veux. Le message est passé. Et donc, moi, je pense que... j'ai dit 10 secondes, donc je vais en 10 secondes. T'as le droit à 12 secondes, même je pense qu'il faut peut-être apprendre aux ados à faire de l'impro, à faire des cours de théâtre et des choses comme ça. Parce que moi, ça m'a vachement aidé à l'époque. J'ai eu la chance de faire des cours de théâtre dans une petite association. Peut-être que ça aide aussi à se décoincer un petit peu et à comprendre que tout le monde n'a pas le même humour. On peut faire des vannes, on peut faire des blagues. C'est hyper bien, c'est hyper sain, mais voilà, ça peut les aider à se décoincer un petit peu aussi. Samuel. Alors l'empathie, je pense que c'est pas naturel. Il y a peut-être d'ailleurs un travail à faire avant de faire des cours d'empathie en France surtout, c'est d'apprendre aux gens à gérer leurs émotions, à lire leurs émotions, à mettre des mots sur leurs émotions. Et ça, franchement, en France, on est très très en retard. Je pense que même quand on est adulte, c'est très compliqué. Dans notre pays, on apprend encore beaucoup aux garçons qu'il faut pas pleurer, par exemple, et que les filles, elles doivent être beaucoup dans quelque chose de très expressif, séducteur, etc. Enfin, c'est des choses qui sont quand même très ancré encore dans notre éducation et déjà si on est capable de pouvoir comprendre les différentes émotions, de pouvoir les nommer, je ne sais pas si on est tous capables ici de pouvoir nommer les émotions, voilà, et souvent on confond sentiment et émotion, enfin c'est pas très clair. C'est quoi la différence entre sentiment et émotion? Une émotion est beaucoup plus fugace, un sentiment peut durer beaucoup plus longtemps, le sentiment amoureux heureusement dure plus longtemps que l'émotion de la colère par exemple, je vous le souhaite en tout cas, sinon c'est qu'il y a un problème. Il y a Kyle qui dit voilà le patriarcat, dans le chat ce truc était préexistant, pardon je l'ai pas, vous avez posé plein de questions, il y a beaucoup de viewers qui disaient en fait tout ça c'est un peu le patriarcat quoi en fait, c'est ça la cause. Bon c'est peut-être une explication, je sais pas. Ouais, je vais réfléchir, je sais pas, j'ai pas de réponse. C'est une vision du monde, quoi. Où, ouais. On interdit mais aux en tout cas, pour revenir sur l'empathie, il faut savoir que l'empathie au départ, ça a été créé. Enfin, les cours d'empathie ont été créés dans le monde de l'art. On s'est rendu compte que les gens qui regardaient des tableaux ne savaient pas forcément imaginer ce que le peintre avait voulu transmettre comme message. Et donc, on a commencé à apprendre, voilà, quelles étaient l'intention et quelles étaient les émotions que le peintre avait pu ressentir en faisant ce tableau. Et puis après, on l'a développé et puis on s'est rendu compte que ça pouvait quand même avoir des sacrés effets positifs sur la vie en société, parce que si on est capable d'imaginer l'émotion que l'autre ressent, ça permet d'être un peu en phase et puis de se rendre compte que parfois notre comportement il a pu être un peu abusif. Elian? Bon, moi j'ai un avis un peu tranché sur les cours d'empathie. Je suis d'accord J'espère que vous n'allez pas me tuer. On va pas te tuer ici, Elian, c'est promis. Non, mais les cours d'empathie, je pense que ça peut être sympa, ça peut être bien de les instaurer, de les rendre obligatoires, et voilà, en primaire, en maternelle, en primaire, tout ça. Pour les jeunes, tu veux dire? Voilà, les jeunes, quand ils sont en train de se construire. Mais j'ai peur qu'au collège, là où on commence à faire sa propre opinion, à se forger soi-même, à avoir des avis assez arrêtés, que ça soit trop tard, et qu'à partir d'un certain moment, en fait, on a beau faire des cours d'empathie, ça sert plus à rien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Nora, il faut le micro. Oui, je sais, c'est nous, le micro. On t'entend, mais sinon, en fait, c'est les formes de transmission d'empathie qui doivent évoluer en fonction de l'âge. Ouais, voilà, okay. Donc, notamment le théâtre forum, la danse, faire bouger son corps, verbaliser, etc. Moi, je crois qu'il est jamais trop tard, parce que il y a beaucoup de jeunes qu'on rencontre, alors je vais être un peu sexiste, mais il y a beaucoup de garçons qui ont envie d'être des lovers, par exemple, qui ont envie de dire leurs sentiments, etc. Alors je ne sais pas si c'est le patriarcat, mais parfois, mais des fois ils ont peur, ils ont peur d'avoir honte, ou ils ont honte d'avoir peur, je ne sais pas comment on dit, et des fois ils ont envie d'exprimer qu'ils ont du chagrin, qu'ils ont peur, qu'ils sont tristes, etc. Alors moi j'ai un fils. Il est saoulé. Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça va? Dis-moi ton émotion. Quelle horreur! Oui, mais du coup, je sais plein de trucs. Il me dit les choses. Et moi, je suis super contente. Et voilà, peut-être que je lutte contre le patriarcat à ma façon. Mais c'est vrai que souvent, les garçons ont du mal aussi. Et les filles vont se cacher derrière une image aussi de peur d'être jugées.
Donc je crois qu'il est jamais trop tard. Et je pense que même nous, les adultes, parfois, on manque d'empathie et ça serait bien d'être en cours de rattrapage. Parce qu'il y a des gens de 40, 50 ans, on les a forgés. Un garçon, ça pleure pas. Une fille, ça grimpe pas aux arbres, ça rampe. Moi, je les ai vus dans les crèches, la motricité, les jeux de motricité. Une fille, d'abord, elle rampe. Et le garçon, on l'applaudit, il est monté à l'échelle, c'est extraordinaire. Ça fait partie aussi des choses qu'on doit transmettre pour révéler ses émotions et puis dire ce qu'on ressent. Et tu penses, vraie question, que à 40 ans, tu peux changer, on peut encore changer? T'as pas l'impression que j'ai changé, moi? Je sais pas, non mais honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il faut que tu lui répondes non. Non, mais attends, il est jamais, mais parce qu'il est jeune, il est jamais trop tard. Moi, chaque jour, je me dis, ce soir, je suis une personne différente. J'aurais appris des choses, j'aurais rencontré des gens, j'aurais beaucoup ri. Toi, mais il y en a qui sont bornés. Eh ben, non, et on va les déborner, c'est possible. Non, ça serait la solution à tout. Hein. En tout cas, si ça fait pas de bien, ça fera pas de mal. Je peux donner un contre-exemple. Ouais. Moi, j'ai commencé à avoir une psy quand j'étais majeur, j'avais la vingtaine. Ouais, c'est ça, la vingtaine. Et en fait, ça m'a changé la vie, tu vois. Donc, je sais pas, peut-être que tu t'envoies une aussi, j'imagine, j'en sais rien, mais je veux dire, on peut encore changer évidemment quand on est adulte, ouais, c'est clair. Sinon on est foutu. Sinon on peut arrêter de, je sais pas. Heureusement qu'on peut, heureusement. Je peux rebondir, ça me fait penser à quelque chose où souvent des profs ou d'autres vous disent, ou même des parents ou des grands-parents. Là, pour le coup, je pense qu'il devrait changer. Ça a toujours été comme ça. J'en suis pas mort. Voilà, moi, j'ai pris. C'est ça que tu as voulu dire. C'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que non, mais c'est parfois on a cette réponse-là des adultes. Les enfants nous disent je lui ai dit, on m'a dit va voir ailleurs si j'y suis. Fais-toi des amis. Tu vois ces injonctions. Avant, ça n'existait pas. Avant, ça n'existait pas. La guerre des boutons, machin. Donc c'est vrai que parfois, je me dis que c'est pas dans les écoles qu'on devrait aller pour sensibiliser les élèves. C'est dans les familles. Mais évidemment. C'est aller voir des adultes dans les entreprises. Évidemment. Pour leur dire. Bon, nous on le fait un tout petit peu, hein, pour la qualité de vie au travail, mais c'est vrai que des fois, dire aux parents, aux gens, quand votre enfant il vous dira ça, lui dites pas, moi j'en suis pas mort, ça m'a forgé le caractère, je suis un bonhomme ou machin, voilà. Il y a un vrai travail. Non, mais là, je suis totalement d'accord. On finira d'accord tous les deux. Heureusement. Vous étiez déjà d'accord. Non, mais juste et puis même intervenir dans les entreprises pour aussi parler et prévenir les parents des signaux faibles que leur enfant pourrait auquel leur enfant pourrait être confronté au harcèlement, tout simplement. Comment reconnaître que son enfant peut être potentiellement harcelé? Je ne sais pas, peut-être que Nora, elle pourra répondre un tout petit peu plus à la question, mais avoir mal au ventre un peu trop souvent, avoir mal à la tête un peu trop souvent. Moi, quand j'étais harcelé, j'étais beaucoup absent, j'avais beaucoup mal à la tête, je faisais beaucoup de malaise. J'avais beau avoir des bonnes notes, mais il n'empêchait que j'ai oublié le mot. Non, je pouvais pas aller au sport. J'étais dispensé du sport. J'ai jamais fait de sport au collège. Donc il y a des petits. Et puis il y a aussi le comportement. Enfin, moi, mes parents, ils ont vu à un moment où, quand c'était la fin, ils ont vu que ça allait pas. Et c'est comme ça que ça s'est résolu. Mais voilà, un peu les former à la détection de ces signaux pour pouvoir détecter ce genre de situation. Son enfant harceleur aussi. Je n'ai pas pris le micro, je te laisse. Alors, pose au chat. On a Kyle qui nous dit on peut aller dans les entreprises pour dire aux managers de ne pas harceler leurs employeurs. Ça peut faire l'objet d'un autre stream, effectivement. C'est la même mécanique. Hein. C'est probablement. Pardonnez-moi. C'est probablement le même mécanisme, effectivement. Mais ça, on fera ça dans un autre stream. C'est une question qui est super intéressante aussi. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que les parents écoutent leurs gamins. Et que les parents sont les premiers responsables. Alors ça, je sais pas s'ils sont les premiers responsables. Méchant, hein. Ça, c'est pas très sympa pour l'immense majorité des parents qui font effectivement ce qu'ils peuvent. Docteur. Oui, c'est responsable légaux et après, c'est dur d'être parent. C'est pas évident. On fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Il n'y a pas de parents parfaits. Il y a ce qu'on appelle des parents suffisamment bons, donc ils font suffisamment les bonnes choses pour que leur enfant avance, et c'est déjà très bien. Et moi je pense que il faut vraiment être intransigeant. Les parents qui ont des enfants harceleurs, il faut aussi vraiment prendre des mesures et être responsable parfois des actes que leur enfant pourrait commettre, et pas dire tout de suite non mais mon enfant il aurait jamais pu faire ça, c'est pas possible, il est pas comme ça, alors qu'on sait très bien, et moi le premier, qu'en étant à l'école on n'est pas du tout j'étais pas du tout le même à la maison. Donc que chacun prenne sa part de responsabilité. Il n'y a pas que l'État qui est responsable, il y a aussi les parents et il y a aussi les professeurs qui sont responsables, et qu'on peut pas tout le temps rejeter la faute sur la même personne à chaque fois. Tout le monde a sa part de responsabilité. C'est juste ce que je veux dire. Non, je suis d'accord. Je peux
dire une dernière chose, parce que je vois que le temps file. Le 3018. Alors vas-y, parlons-en. Il y a 2 numéros qui ont fusionné cette année. Voilà, le numéro de téléphone pour pouvoir être aidé en cas de harcèlement, c'est désormais le 3018, puisqu'avant, effectivement, il y avait 2 numéros. Et puis, la volonté de la Première ministre, c'était de simplifier peut-être la vie des victimes et de faire en sorte qu'il y ait un seul numéro. Et sur ce numéro, il y a des psychologues, des juristes qui, tous les jours, de 9h à 23h, 365 jours par an, reçoivent les victimes à la fois de cyberharcèlement et de harcèlement à l'école. Et la force de ce numéro, c'est de pouvoir signaler auprès des plateformes des situations de harcèlement pour faire retirer des contenus. On est le seul numéro en France à pouvoir être en lien direct avec tous les réseaux sociaux. Comment ça marche ? Alors comment ça marche ? On accueille donc une victime sur le numéro à la fois par téléphone, par chat. On a une application 3018 aussi. On va expliquer la situation évidemment à l'opérateur qui va nous accueillir. Et puis on va constituer un vrai dossier qu'on va envoyer au réseau social. Ce dossier il va être constitué par évidemment les éléments de la situation et puis par des éléments de preuve, donc des captures d'écran, des URL qui renvoient vers des vidéos. Et tous ces éléments, nous, on va les transmettre par des canaux dédiés aux réseaux sociaux. On est tiers de confiance avec tous les réseaux sociaux que vous pouvez connaître. Et l'avantage, c'est que quand on fait un signalement par le 3018, le signalement va être traité de manière prioritaire par les modérateurs du réseau social. Comme on a travaillé ce signalement avant avec la victime, on est sûr qu'a priori, si on remonte un dossier, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de préjudiciable. Et l'avantage, c'est que du coup, ça va être extrêmement ça va être traité extrêmement rapidement. Et on a en général en quelques minutes ou en quelques heures la suppression des contenus, dans les cas les plus graves, la fermeture des comptes. Et donc ça, on le fait dans le cadre numérique, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et on a la possibilité aussi de renvoyer des situations de harcèlement dans le cadre scolaire au référent harcèlement pour faire en sorte que quand on a l'impression, comme on l'a dit aujourd'hui, que l'école n'a pas agi correctement ou que parfois elle agit correctement et malheureusement la situation est trop compliquée et n'évolue pas, eh bien le référent harcèlement en charge de l'établissement puisse venir en aide à la famille, travailler avec l'éducation nationale pour pouvoir faire en sorte que la situation évolue rapidement. C'est qui le référent harcèlement dans les établissements ? Il y a des gens qui sont nommés, dont alors c'est pas la principale mission, ils ne font pas que ça, mais ils ont une mission en plus de leur activité. Voilà, et c'est des gens formés justement et qui sont capables de pouvoir travailler avec l'établissement pour essayer de comprendre une situation et comprendre pourquoi elle ne se résout pas. Les amis, je peux encore vous garder 1 heure et moi je suis là pour toute la vie. Je sais aussi que je dois vous libérer parce que vous avez une vie privée. On peut encore prendre 10 minutes sans problème. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait oublié d'aborder ce soir ? Je vais faire très court. Non, très non, mais court. tu peux même faire très long si tu veux. Prends ton temps et sur Twitch, on peut étendre. Après, et si vous avez des impératifs et que vous devez y aller maintenant, allez-y, on joue comme ça. Mais moi je peux faire le chat ne vous en voudra pas. Vas-y, je t'en prie. Donc 2 choses. La première des choses, c'est que quand vous voyez du harcèlement sur les réseaux sociaux, il y a un truc qui est super important à savoir. Surtout, ne touchez à rien, ne faites pas de commentaires, évidemment, pas de like, pas de partage, rien du tout, parce que sinon, ça va pousser l'algorithme à partager encore plus ce post malfaisant que vous avez vu sur les timelines des autres. Donc surtout, ne faites rien. À la limite, vous cliquez juste sur le bouton signaler, ou alors vous faites une capture d'écran et vous allez signaler le truc à Pharos, ou bien vous appelez 3018 et vous leur en parlez. Ça, c'était la première chose. La deuxième des choses que je voulais dire, à toutes les personnes qui nous regardent là ce soir en live ou plus tard en replay, si vous êtes sur le chat ou pas, ou si vous êtes juste viewer, juste parlez en fait. Parlez de ce qui ne va pas, parlez quand vous avez un problème, parlez à quelqu'un de confiance, parce que je suis certain que vous avez forcément quelqu'un de confiance dans votre entourage, que ce soit un prof, que ce soit les parents, que ce soit les frères, les sœurs, les grands-mères, les grands-pères, les tatas, les tontons. Tout le monde, voilà, parlez à n'importe qui, parlez. Vous pouvez même aller voir la police, même si vous êtes mineur, vous avez le droit de le faire. Ils ont l'obligation de vous écouter. Donc voilà, surtout parlez, c'est hyper important parce que si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire pour vous en fait. Quelqu'un va ajouter quelque chose ? Je peux dire. Vous pouvez tous ajouter quelque chose. Je voudrais juste dire une chose. On est une association. Là, c'est la déléguée générale qui va parler, et pas la maman de Marion. Madame. S'il vous plaît. Nous, quand on a perdu Marion, on s'est rendu compte que pour se reconstruire, il fallait en effet un bel entourage et que ça avait des conséquences sur la santé mentale, des conséquences sur l'école, le décrochage scolaire, la perte d'estime de soi, et qu'en effet, ça laisse des traces à moyen ou long terme, mais qu'on peut s'en sortir.
les 3 jeunes à côté de moi et derrière moi sont très beaux et très impliqués et très dynamiques. Mais de temps en temps, on ne va pas se mentir, il y a un petit peu de descente parce que ça revient. Et donc, on a décidé de créer un pôle thérapeutique qui est gratuit. Et dans ce pôle, c'est de faire du suivi individuel. Alors, c'est pas de la psychologie, hein. On est autour de l'art-thérapie. On a une méthode très spécifique avec une professionnelle des sciences de l'éducation. Et donc, c'est en individuel. On prend à la fois en charge des personnes victimes, à partir de 7-8 ans, jusqu'à pas d'âge. Donc post-bac, hein, s'il faut. On sait que le harcèlement, il ne s'arrête pas, comme on l'avait dit, ça peut être du bizutage, des violences sexistes et sexuelles à l'université ou en grandes écoles. Et également des harceleurs, parce on conventionne avec des établissements où si un parent nous dit notre enfant, il ne va pas bien, il souffre et c'est un ancien harceleur, évidemment, on prend en charge. Et 2 groupes de parole que je voudrais annoncer, qui sont aussi gratuits, qui ont lieu 1 fois par mois pour chacun. Un qui s'appelle Parenthèse, c'est pour les parents et les proches de personnes victimes. Parce que quand on est... Je ne sais pas pour vos parents, mais nous, on se sent souvent mauvais parents. J'ai rien vu, pourquoi, mon fils va pas bien, pourquoi et puis ça a des conséquences sur la senti. fratrie. On prend en charge la fratrie aussi de manière individuelle parce que c'est un tsunami dans la famille. On parle que de cet enfant qui va pas bien, les autres ne disent rien. Donc ça s'appelle Parenthèse. Et un autre qui s'appelle Résolution. C'est pour toutes les personnes à partir de 13 ans qui ont vécu du harcèlement et qui ont besoin de se reconstituer un groupe parce que souvent on se sent isolé. Donc il y a beaucoup de monde qui participe à ça. Vous êtes à la fois en présentiel et en distanciel, ce qui fait que vous vous retrouvez avec plein de gens de toute la France et vous vous dites je ne suis pas seule, ce qui m'est arrivé c'est pas normal, mais c'est pas de ma faute. Donc voilà, s'ils veulent s'inscrire, toutes les informations, c'est gratuit et nous on essaye de dire aux gens. Tu peux rappeler le nom? C'est sur Marion la main tendue. Que les modérateurs mettent le lien. Oui, peut-être. alors résolution, www.marionlamaintendue.com et dans le menu, c'est pôle thérapeutique. Voilà. Et le but, c'est que vraiment dire à chacune et chacun, c'est qu'un passage dans votre vie. Moi, longtemps, on m'a dit la mère de la suicidée, la mère de Marion. Non, je suis une femme engagée, je suis une femme française, je suis une maman, je suis multiple. Et ça, oui, ça fait partie de mon histoire, mais ça ne me décrit pas. Je ne m'inscris pas dans cette démarche-là. Donc vous êtes peut-être un harcelé, mais vous êtes la proie de quelqu'un et ça va vraiment, vraiment passer. Et rappelez vraiment que la vie... Mon père disait toujours, demain il fera jour. Donc on va se quitter, gardez cette pensée en vous et vous verrez que demain il fera jour. Vraiment. Et que le monde peut être très, très beau. Enfin, moi, je veux plus que d'enfants se suicident. Et puis si vous êtes plus âgé, on vous a fait du mal, mais vous valez le coup. Voilà ce que je voulais dire. Qui prend le mot de la fin? Ou est-ce que c'était le mot de la fin? Anne-Lise, le mot de la fin. Le mot de la fin avec un smile. Avec ce plus beau smile du studio. Alors moi, je voudrais dire à tout le monde que déjà, pour commencer, j'ai plusieurs choses à dire. On n'a pas forcément, comme tu disais Pierre, quelqu'un à qui se confier. Il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas voir que leur enfant est victime de violence. Il y a beaucoup de parents pour lesquels c'est tabou, les violences, le harcèlement scolaire notamment. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de frères et sœurs, qui n'ont pas de tantes, qui n'ont pas de famille, ou bien qui n'ont pas d'amis et donc qui se retrouvent seuls. Donc moi, je vous encourage vraiment, mais vraiment, à contacter des personnes sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, l'association Marion la main tendue n'aura littéralement directement Elian. Si. Recevoir des milliers de coups de fil, Nora. Nora directement sur son compte Elian Potier ou bien moi-même, évidemment le 3018 par chat ou bien par appel, mais n'hésitez surtout pas, en fait, il y a vraiment des personnes ressources qui sont là pour vous écouter, pour prendre en considération votre voix, qui sont là pour vous rappeler que vous avez de la valeur, qui sont là pour vous rappeler surtout que ce n'est pas de votre faute, parce que quand on est victime de violence, on a vraiment l'impression que c'est à cause de nous qu'on est victime de violence, qu'on n'a pas de valeur, qu'on mérite de mourir, etc. Mais comme tu l'as très bien dit, après, comme disait ton père, en fait, demain il fera jour. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'être victime de violence, extrêmement difficile d'être mis de côté, frappé, insulté. Mais il y a vraiment demain, c'est possible de se reconstruire. Donc même si vous avez peur, même si vous êtes triste, même si vous êtes fatigué de vivre, franchement, j'ai juste envie de vous dire que c'est possible de réapprendre à vivre, c'est possible de réapprendre à s'aimer, c'est possible de réapprendre à sourire. Et pour cela, justement, il y a des associations, il y a des numéros d'aide,
il y a le 30-18, il y a également des podcasts, des livres que vous pouvez lire pour réapprendre à vous aimer. J'ai notamment créé mon propre podcast qui s'appelle Smile, qui est là justement pour vous apporter de l'amour. On peut le retrouver où ton podcast? Smile, il est disponible sur mon compte Instagram Alice Debat ou bien sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Donc vous pouvez l'écouter, c'est vraiment un podcast, un cocon en fait, pour nous apporter de l'amour, réapprendre à s'aimer, réapprendre à prendre confiance en soi, mais également à se reconstruire, parce que je suis passée par là, donc je donne des conseils, mais au-delà de ça, je raconte moi-même ma propre expérience, et je pense que ça fait du bien de se dire qu'il y a quelqu'un qui est passé par là, et qui a réussi à se reconstruire, ou en tout cas qui est dans ce chemin-là, donc c'est possible pour vous aussi, c'est possible pour toi, donc tu n'es pas seul. Bravo. Voilà. Le mot de la fin, quelqu'un d'autre? Quelqu'un veut encore parler? Que vous n'êtes pas tout seul, on est des millions à avoir été victimes de harcèlement scolaire, et donc voilà, vous n'êtes pas tout seul, et voilà, demain il fera jour. La nuit sera peut-être un peu longue, mais je vous jure qu'il fera jour demain. Elian? Je pense qu'ils ont principalement tout dit. C'est voilà, vers la preuve. Hier, on était harcelés, aujourd'hui, on l'est plus. Vous êtes là. Et justement, on lutte contre ça et on prévient. Et on espère qu'avec toutes les luttes et toutes les interventions que l'association Nora mène, que Anne-Lise mène, que moi je mène, que e-Enfance mène, et toutes les autres, on espère qu'un jour, ça se réduira considérablement et qu'avec le plan de lutte contre le harcèlement qui a été annoncé hier, il y en aura pratiquement plus. Et ça serait un rêve, on espère. Samuel, tu as le mot de la fin. On espère qu'il fera beau temps demain. Voilà, je vous souhaite, qu'il y aura du soleil et qu'on pourra tous en profiter. Je nous souhaite donc à tous un très très joli soleil. Merci Nora, merci Elian, merci Anne-Lise, merci Pierre, merci Samuel. C'est la fin de ce stream, merci d'avoir suivi, merci à tous nos invités. Le sens du service public a régné ce soir et c'était vraiment chouette de vous avoir. Merci aussi bien sûr à Cyril à la régie qui est à ma droite que vous ne voyez pas, à Stéphanie qui est au 4e étage que vous ne voyez pas non plus, qui s'occupe des visuels. Merci à Mathis à la programmation que vous ne voyez pas mais que vous allez voir là tout de suite parce qu'il va nous expliquer ce qu'on va voir dans le prochain stream. Bonsoir Mathis. Tout le monde quand même. Tu veux prendre ma place? Non, ça ira. À la caméra? Ok, super. Non, déjà, je voulais vous dire vraiment merci à toutes et tous d'être venus témoigner pendant l'émission du Talk. Je pense que ça a aidé beaucoup de personnes qui ont regardé l'émission. Donc merci pour votre force, votre courage et vos sourires. Et je pense que si j'avais pu regarder l'émission à 14-15 ans pendant le collège-lycée, ça m'aurait beaucoup aidé. Donc vraiment, merci beaucoup. Et on se retrouve lundi de 18h à 19h. Pour notre première émission d'octobre, et on va dédier cette émission à Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Et on a donc des femmes qui vont venir parler également de leur combat, de leur parcours, des femmes chercheuses, des médecins, et aussi des personnes et des femmes qui vont raconter un peu le rapport qu'entretiennent les femmes avec le corps pendant ces périodes difficiles. Donc ça va être une superbe émission de 18h à 19h lundi. Merci cher Mathis, le programmateur du stream. Pour ceux qui veulent revoir donc le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion autour du stream, rendez-vous sur Discord. Il y a le lien, je pense, que Julo va mettre dans le chat. Pour ceux qui veulent réécouter le stream, donc avec les oreilles, vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Pour l'heure et pour le reste, rendez-vous donc, comme Mathis l'a dit, lundi de 18h à 19h. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end, parce qu'il va vite arriver. Et à la semaine prochaine. Salut.